Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Vous allez voir, les mécaniques, je les ai trouvées assez intéressantes, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je sais que je le répète à chaque vidéo, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je le mentionne, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, alors que quand je dis rien, ben, c'est un petit peu moins. Donc, visiblement, ça marche, et sachez que c'est la meilleure façon de me soutenir. Une autre façon de me soutenir, mais ça c'est un petit peu plus pour faire ma pub, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer un DM. Toutes les personnes qui sont en attente, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre d'ici quelques jours. J'ai pris un petit peu de retard, je m'en excuse vraiment. Et voilà, moi j'ai qu'une seule proposition à vous faire, c'est d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, c'est celle de Julien. Julien, il a 32 ans, il travaille dans une petite boîte d'assurance et il nous explique que tout va bien. Il habite seul dans son appartement et pour le moment, il n'est pas marié et il n'a pas non plus d'enfant. C'est même d'ailleurs quelqu'un d'assez solitaire, mais ça le dérange pas du tout parce qu'il a toujours vécu comme ça. Il nous explique que son vrai kiff, c'est pas du tout son taf. Non, lui, son délire, c'est les jeux vidéo. Et plus particulièrement, un forum en ligne où il passe un temps absolument fou. Vraiment, il nous décrit ce forum comme si c'était sa deuxième maison. Apparemment, c'est pas le plus connu du monde, mais par contre, la communauté qui le compose, eh bien, elle est super bienveillante et surtout super active. Les membres s'affrontent sur différents jeux, il y a des classements, des tournois improvisés. Enfin bref, l'ambiance est très compétitive, mais surtout très sympa. Et Julien, il nous fait une petite confidence. Il adore ça, tout ce qui est compétition, ça le stimule, donc j'ai envie de dire que demander de plus. En fait, sur ce forum, il se sent exister un peu comme s'il avait enfin trouvé un endroit où il peut briller. Parce qu'au taf, clairement, personne lui demande son avis, et personne ne sait qu'il est bon à quoi que ce soit, enfin... C'est pas que les gens s'en foutent, mais presque. Alors que concrètement, il fait son travail parfaitement bien. Mais voilà, c'est pas une entreprise dans laquelle on a l'habitude de féliciter les gens. Si vous êtes manager et que vous me regardez, n'hésitez pas à dire quand ça ne va pas aux employés, mais également quand ça va bien. Parce que c'est bien beau d'avoir des remarques pour dire que ça ne va pas, mais quand ça va, il n'y a jamais personne. Et sachez que ça peut remonter le moral d'un employé très rapidement et avec juste quelques mots. Donc n'hésitez pas à le faire. Julien, à ce moment-là de l'histoire, il est de plus en plus à fond dans ses jeux et il commence à s'entraîner presque tous les soirs pour essayer d'oublier le quotidien un petit peu ennuyant de son boulot. Et il nous dit que ça lui fait vraiment le plus grand des biens. Il joue non-stop tous les soirs pendant des semaines, et un jour, boum, il réussit à détrôner le numéro 1 du classement du forum. C'était le champion que tout le monde voyait comme intouchable, mais Julien... Lui, faut pas lui parler d'intouchable. Il a tryhard jusqu'à avoir assez de points pour pouvoir passer à la première place. Ce mec, il régnait en maître et normalement, il écrase absolument tout le monde. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le forum, il est en ébullition. Les gens le félicitent, certains n'y croient pas, d'autres sont carrément jaloux et Julien, il se fait insulter de tricheur alors qu'il est juste super fort. Il n'a utilisé aucun cheat et il a juste été meilleur, quoi. Notre ami, il est hyper fier de lui et pour une fois, il se fait remarquer autrement qu'en étant le gars discret au fond de l'open space, qui fait ses trucs dans son coin et qui parle à pas grand monde. Là, cette fois-ci, sur le forum, on le considère vraiment comme quelqu'un de fort et comme un gagnant après ses multiples victoires qui l'ont amené à la place de numéro 1, donc de grand champion. Mais malheureusement, dès le lendemain de cette fameuse victoire, donc le moment où il est passé premier, Julien, il va commencer à remarquer des choses un petit peu étranges chez lui. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. La première chose chelou qu'il va remarquer, c'est quand il rentre du travail, la fenêtre de son salon est entrouverte. Alors on s'entend, elle n'est pas grande ouverte, mais il y a une chose dont il est sûr, c'est qu'il n'a pas ouvert cette fenêtre avant de partir le matin, ni même la veille, donc c'est pas possible. Est-ce que c'est juste une erreur d'inattention? Est-ce qu'il était trop fatigué pour se rendre compte qu'il avait ouvert la fenêtre et qu'il l'a tout simplement oublié? Ou peut-être même qu'il a vraiment ouvert cette fenêtre mais qu'il a oublié de la fermer, donc enfin, ça peut être plein de choses. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne se pose pas plus de questions que ça, il referme la fenêtre et voilà. Le lendemain soir, quand il se connecte à nouveau sur le forum pour jouer à son jeu préféré, il se met devant son ordinateur et bizarrement, celui-ci s'allume tout seul alors qu'il n'a même pas encore appuyé sur le bouton démarrer. Julien, il reste bloqué devant son ordi en mode... Ok, c'est quoi ce bordel? Et le pire, c'est qu'il croit voir la petite lumière sur sa webcam clignoter une fraction de seconde. Alors, c'est hyper bizarre, mais lui, il pense que c'est peut-être un bug. Alors, pareil, il n'y réfléchit pas trop, il se pose pas trop de questions. Et il joue à son jeu préféré pendant toute la nuit. Évidemment, vu qu'il joue de plus en plus, il est de plus en plus fort, donc il reste classé numéro 1. Et franchement, c'est vraiment une fierté pour lui. Il est hyper content, et le meilleur dans tout ça pour lui, c'est que ça le fait vraiment décompresser du travail. Alors, ce petit refuge qu'il a en jouant, ben il a envie de le garder. Sauf que, malheureusement pour lui, des choses vraiment bizarres vont continuer à s'enchaîner petit à petit. Le lendemain matin, par exemple, il reçoit un mail très perturbant. Pas de nom d'expéditeur, pas d'objet, c'est juste écrit « On sait où tu habites » et c'est tout. Pas de contexte, ni même d'explication. Autant vous dire, mes amis, à ce moment-là, que Julien, il commence vraiment à flipper. Il pense que c'est peut-être un de ses potes qui est en train de le troller, genre une mauvaise blague pas très drôle pour le faire chier, mais ça lui fait quand même une boule au ventre. Surtout car recevoir un message comme ça,
c'est jamais très agréable parce qu'on sait pas si c'est une blague ou si c'est vraiment un fou. Le jour même, en allant au travail, Julien en parle vite fait avec un de ses collègues de boulot, sans trop rentrer dans les détails. Le collègue se marre et il lui dit « T'inquiète, c'est sûrement un gamin d'internet qui fait le malin, franchement, n'y porte pas trop d'attention. » Mais Julien, lui, il n'est pas vraiment tranquille, même si c'est un gamin. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bref, il fait sa journée de travail, il rentre chez lui, il fait sa petite soirée tranquille, et le lendemain, ça recommence. Julien descend pour récupérer son courrier dans sa boîte aux lettres, et il voit qu'elle a été forcée. Il l'ouvre, et il voit qu'il y a une feuille blanche dedans avec un mot qui est écrit en rouge, et ce mot, il dit « Tu vas le payer ». Là, ce n'est plus une impression, c'est clair que quelqu'un s'en prend à lui, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Julien, à ce moment-là, il pense sincèrement à aller voir la police, mais franchement, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Bonjour, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mot menaçant dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Il se dit qu'en disant ça au policier, on va pas le prendre au sérieux. Du coup, c'est dommage, mais il ne fait rien et il décide quand même de rester super vigilant pour être sûr que rien ne se passe. Le vendredi soir, vu que le lendemain c'est samedi et qu'il a congé, il se dit qu'il va rester éveillé et connecté un petit peu plus tard pour voir si des choses bizarres se passent dans la maison ou même à l'extérieur. Et dans la nuit, effectivement, un message plutôt bizarre va apparaître sur son écran. Ce message, il va clouer Julien sur place. Il lui dit « Espèce de loser, il est sympa ton pyjama ». Julien, il ne comprend rien. Comment un inconnu pourrait savoir ce qu'il porte? Et là, du coup, il lui répond et il lui dit « T'es qui ?» Le gars lui dit « Je suis partout, tu as fait une grossière erreur ». Et là, son ordi s'éteint d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré sur une prise. Julien, à ce moment-là, il est seul dans son salon, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Il a beau se dire que c'est peut-être un coup de stress, que ça peut être une coïncidence, mais au fond de lui, il sait que c'est pas du hasard. Quelqu'un lui en veut vraiment, et maintenant, ce qui compte, c'est de savoir qui et pourquoi. À partir de ce moment-là précis, il commence à avoir des réflexes un petit peu chelous. Enfin, c'est pas chelou, mais ça reste des réflexes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, il regarde derrière lui quand il est en train de rentrer à la maison, mais vraiment plusieurs fois par minute. Il vérifie une vingtaine de fois que sa porte est bel et bien fermée à clé. Il baisse ses volets en plein après-midi. Enfin, plein de petits éléments comme ça. Pour vous dire, même ses collègues de taf commencent à le trouver un petit peu bizarre. Sauf que Julien, il voudrait bien leur en parler, mais le problème c'est que lui-même ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est la cible de quelqu'un. Franchement, comment tu veux expliquer ça sans passer pour un vrai parano? C'est pas possible. Bref, à ce stade, Julien n'en est qu'au début, mais il sent bien que cette histoire, ça va mal tourner. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la suite, elle va être 1000 fois pire. Là, les choses commencent vraiment à partir en vrille. Après tous ces signes bizarres, fenêtre ouverte, mail chelou, ordi qui s'allume tout seul, il espère secrètement que ça va s'arrêter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un vendredi soir, il essaye de rester connecté assez tard pour surveiller le forum et surtout pour voir si un mec qui lui avait déjà écrit un message va réapparaître. Et là, au milieu de la nuit, surprise, il reçoit un DM qui lui dit « Tu as fait une erreur ». Et quelques secondes après qu'il ait ouvert ce message, tout se coupe à nouveau. Et cette fois-ci, mes amis, ce n'est pas juste l'ordinateur qui est coupé, c'est toute l'électricité de la maison. Là, pour Julien, c'en est trop, il commence vraiment à flipper parce que ça ne touche plus à quelque chose en ligne et sur internet, c'est quelque chose de physique parce que l'électricité s'est coupée. Premier réflexe qu'il a, c'est de fermer toutes les portes, de tirer tous les rideaux qu'il y a chez lui. Il descend à la cave pour remettre le courant et ce soir-là, plus rien de bizarre ne se passe. Moi, en lisant l'histoire, je me suis dit mais c'est impossible que j'aille en bas à la cave remettre les plombs ou réactiver l'électricité en sachant qu'il y a un fou qui me prend pour cible. Peut-être que le gars est à la cave. Mais bon, heureusement ce n'était pas le cas, il a pu finir sa nuit de façon plus ou moins tranquille. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme il l'imaginait. Après avoir remis le courant, Julien se remet devant son ordinateur pour finir sa partie. Donc, il se reconnecte au jeu, mais à l'instant où il se connecte, il voit les haut-parleurs de son ordinateur s'allumer. Et ces haut-parleurs, ils sont un petit peu spéciaux, ils sont pas connectés directement par câble à l'ordi, mais par Bluetooth, donc quand ils s'allument, ils font un petit bruit, sauf qu'ils ne s'allument jamais tout seul, et surtout, quand il les allume, il doit manuellement aller connecter son ordi au haut-parleur. Là, à ce moment précis, lorsque les haut-parleurs s'allument, ils font immédiatement le bruit pour indiquer qu'ils sont connectés à un appareil. Ce n'est pas l'ordinateur de Julien, du coup ce qu'il fait c'est qu'il regarde un petit peu par instinct son téléphone et là c'est la panique absolue. Son téléphone n'est pas du tout connecté à ses haut-parleurs. Vous connaissez peut-être le Bluetooth mais en gros il faut être quand même relativement proche de l'appareil pour s'y connecter, ce qui veut donc dire mes amis qu'il y a actuellement quelqu'un de proche qui vient de se connecter à ses enceintes. Julien, il reste cloué quelques secondes devant ses haut-parleurs, il ne bouge pas, il est en train de les fixer et la seule chose qu'il se demande c'est est-ce qu'un son va en sortir. Tout à coup, Julien sursaute et il recule parce qu'il y a un cri mais super aigu qui sort des haut-parleurs et qui ne s'arrête pas. Pour vous dire, il se bouge carrément les oreilles, il nous explique que c'est un cri aigu qui semble provenir d'une femme. C'est vraiment ce genre de cri qu'on a dans les films d'horreur et qui fait
extrêmement badé. Au bout de quelques secondes, Julien retire une main de ses oreilles, il appuie sur le bouton d'alimentation de ses enceintes pour simplement qu'elles s'éteignent et que ce cri s'arrête. Heureusement, il n'y a plus de cri, il y a un silence même très pesant dans la chambre. Et là, notre ami, il reste complètement figé pendant plusieurs minutes sur sa chaise, au milieu de sa chambre, dans le noir absolu, en sachant que quelqu'un vient de se connecter à ses enceintes et qu'il doit forcément être très proche pour pouvoir le faire. Autant vous dire que Julien ne va pas dormir de la nuit tellement ce cri va lui résonner dans la tête et tellement c'était flippant. Et je n'ai même pas besoin de vous préciser qu'il n'a même pas terminé sa partie après ces événements. Le lendemain, dans la nuit de samedi à dimanche, Julien s'endort sur son canapé après avoir regardé un film. À ce moment-là, il est environ 3 h du matin et il nous explique qu'il est réveillé par un bruit qui semble être une sorte de cliquetis sur la porte d'entrée. Notre ami, il ouvre les yeux d'un coup, il ne bouge pas d'un poil, il reste complètement figé et son cœur il bat à 1000 à l'heure et son cerveau, lui, il se dit « Non, je n'ai pas rêvé, il y a bel et bien quelqu'un qui est là. » Et tout ça va se confirmer très rapidement parce que la poignée de la porte est en train de bouger. On dirait que quelqu'un veut déverrouiller la porte de l'extérieur en trifouillant le verrou. Julien, sans réfléchir, il se lève, il prend un petit couteau dans sa cuisine, il est tétanisé mais il sait qu'il doit se défendre et que voilà, il n'hésitera pas. Et là, la serrure cède et la porte s'ouvre. Là, notre ami, il est pétrifié. Il regarde ce qui est en train de se passer, impuissant, il ne peut plus bouger. Et cette silhouette, c'est celle d'un mec assez mince qui est habillé tout en noir avec une cagoule sur la tête. Le mec avance tranquillement vers lui comme s'il connaissait l'endroit parfaitement. Naturellement, Julien panique, mais il n'a pas vraiment le temps de paniquer parce que l'homme se jette immédiatement sur lui d'un seul coup. Là, c'est le combat de boxe de l'année qui se déroule. Le couteau que Julien tenait dans sa main, il glisse et du coup, il le perd pendant la bagarre. À un moment, il arrive à se relever, à lui mettre une énorme droite. Le gars, il tombe et en tombant, il se tape la tête contre la table basse. Notre ami, il est debout, complètement en état de choc. Le mec a perdu connaissance, donc Julien, il se dit à la fois ouf, je ne suis plus en danger, mais en même temps, merde, je l'ai tué. Il va chercher son téléphone, il allume la lampe de poche de celui-ci, et il regarde le visage de ce fameux mec en pensant que c'est un cambrioleur, ou du moins quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et là, mes amis, c'est le choc absolu. Ce visage, il le reconnaît. C'est en fait un type qu'il a déjà vu sur le forum sur lequel il joue. Et comment est-ce qu'il l'a reconnu? Tout simplement grâce à sa photo de profil. Et après quelques secondes à se dire mais qui est ce mec? Je l'ai déjà vu, mais qui est-ce que c'est exactement? Il a enfin la réponse. Ce gars, c'est pas juste un mec lambda. Il commence à fouiller son manteau, il trouve un portefeuille et le téléphone du gars, il regarde le nom sur sa carte d'identité et ça lui dit rien. Mais c'est là que Julien est un véritable génie. Il se dit bon, je connais pas ce nom, par contre, Internet, probablement qu'il le connaît. Lorsqu'il rentre le nom du gars sur la barre de recherche, tout devient clair. Ce mec n'est autre que l'administrateur du forum sur lequel Julien joue. C'est ce gars qui gère absolument tout, qui connaît chaque adresse IP qui se connecte, chaque adresse postale, chaque détail de tous les membres qui s'inscrivent. Et là, vous allez me dire, mais d'accord Melvin, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'administrateur? Eh bien, ce mec, c'est le fameux numéro 1 que Julien a détrôné. Autant vous dire que Julien comprend directement que ce n'est pas juste un délire de gamin. Le mec l'a carrément traqué chez lui, il sait où il vit et il a l'impression qu'il veut lui faire payer sa victoire. Et ça s'arrête pas juste à une insulte sur un forum ou sur un DM, c'est carrément des attaques physiques parce que là, ils viennent de se battre. Là, notre ami, il est sous le choc complet, il se dit mais comment un gars du forum peut devenir aussi dangereux? Au moins, il a la réponse, il sait d'où provenaient ses menaces. Sauf que, pendant qu'il est en train de se dire ça, l'homme à terre, lui, il reprend gentiment conscience. Notre ami, entre-temps, il a réussi à récupérer le couteau et il l'a dans les mains. Et le gars, une fois qu'il a repris ses esprits, il se met à parler à Julien, mais pas calmement du tout. Ses yeux, ils reflètent la folie, il lui hurle dessus, il lui dit « Mais tu crois que tu peux prendre ma place? C'est mon forum, c'est mon classement, personne ne me vole ça parce que c'est moi qui ai tout construit. » Julien, il reste là, bouche bée, parce qu'il comprend que c'est pas juste une question de jeu, mais ça devient de l'obsession pure et dure. Il essaye tant bien que mal de garder son calme, le premier réflexe qu'il a, c'est d'appeler la police. Le gars, il est toujours à terre, il délire complètement. En gros, il dit que personne n'a le droit de l'humilier devant les autres, qu'il va reprendre sa place, et ce, quoi qu'il arrive, quitte à le faire disparaître pour de bon. Donc Julien, à ce moment-là, il comprend clairement que ce gars est prêt à le buter. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il lui montre le couteau et il lui dit « Si tu bouges, tu ressors pas vivant. » 5 minutes plus tard, lorsque la police arrive sur les lieux, il trouve l'homme qui est à terre, complètement en train de délirer. Julien, il leur raconte tout. Les mails, les messages privés, les menaces, la coupure de courant, la prise de possession de son ordi, la boîte aux lettres forcée, enfin bref, il leur explique tout. Au début, les policiers sont un petit peu sceptiques. Un mec qui va chez un autre pour le buter parce qu'il a pris sa place sur un forum, c'est des histoires qu'on ne voit pas tous les jours. Mais bref, la police arrête l'homme et Julien, il reste seul chez lui. Il essaye de récupérer un petit peu parce que mine de rien, lui aussi, il a eu des blessures pendant la bagarre. Il s'est pris des coups, des droites, c'est pas quelque chose de très agréable. Et lui, qui de base est très attaché à son ordinateur, enfin il n'y a pas un jour sans qu'il allume son ordinateur, il nous explique que les jours suivants, il fait tout
sauf être connecté à son ordi. Et rien que le fait de se dire que peut-être qu'un jour il retournera sur le forum, c'est impossible pour lui. Il nous confie aussi que ça lui a laissé pas mal de séquelles psychologiques parce que maintenant, il a compris un peu le vice de l'humain selon lui, que des gens, en fait, ils sont prêts à dépasser les limites carrément pour un simple jeu. Et ça, pour lui, c'est complètement fou parce qu'après tout, un jeu vidéo c'est fait pour s'amuser, se relaxer, passer du bon temps, mais en aucun cas pour devenir complètement fou à ce point. Enfin bref, aujourd'hui il nous dit que ça va un petit peu mieux, qu'il a quand même des séquelles, mais qu'il a bon espoir qu'elles disparaissent d'ici quelques années. Eh bien, la réponse est très simple, il se souvient d'avoir téléchargé une extension pour ce forum. Sauf que cette extension, c'en était pas une. En apparence, ça avait l'air d'un truc super formidable, mais malheureusement, c'était un virus qui allait installer un programme sur son ordi et qui donnait l'accès total à l'auteur de cette extension. Et vous imaginez bien qui c'est, il s'agit du mec. En tout cas, nous, on est content pour Julien. Moi, il y a une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'a fini le mec? Est-ce qu'il a été jugé, incarcéré ou est-ce qu'il est en liberté? Mais ça, malheureusement, on n'aura jamais la réponse. Voilà, moi j'espère que cette histoire vous a plu et je vous propose de vous raconter la deuxième. La deuxième histoire, c'est celle d'une jeune femme qui s'appelle Maeva. Maeva, elle a 31 ans et dans la vie, elle travaille dans une entreprise de communication dans la ville où elle habite. Elle nous raconte qu'elle adore son travail parce qu'il y a toujours des choses à faire, toujours des projets différents, mais en même temps, ça lui demande quand même beaucoup d'énergie et de temps en temps, ça peut être un petit peu compliqué, surtout au niveau de la fatigue. Maeva nous raconte que depuis quelques années, elle vit seule avec sa fille de 9 ans et elle nous dit qu'elle est juste adorable. Elle est pleine de vie, toujours souriante et elle a une excellente relation avec elle. Son quotidien à Maeva, il est assez rythmé parce qu'elle doit être bien organisée pour elle et sa fille. Du coup, ça fait que le matin, elle se lève tôt pour préparer le petit déjeuner, elle emmène sa fille à l'école et après, elle part travailler. Le soir, quand elle rentre, elle essaye de profiter un petit peu, de passer des moments avec sa fille, mais malheureusement, il y a des fois où elle est vraiment trop fatiguée pour ça et elle nous dit même qu'elle culpabilise un petit peu parce qu'elle aimerait vraiment passer du temps avec sa fille sans être crevée. Maeva, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'elle a des parents en or. Elle sait qu'elle pourra toujours compter sur eux et en plus de ça, ils vivent à 2 pas de chez elle et ça fait qu'il l'aide énormément dans son quotidien. D'ailleurs, c'est pas rare qu'ils fassent des sorties tous les 4 pour le plaisir de tout le monde. Maeva, elle nous raconte que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans sa vie, mais malheureusement, elle n'a plus trop l'occasion de partir depuis que son travail lui prend énormément de temps. En fait, c'est simple, entre sa fille et le travail, elle n'a plus aucun temps libre. Mais là, franchement, au bout de 3 ans non-stop sans vacances, Maeva se dit que c'est peut-être le moment de faire un break. Elle a vraiment besoin de partir à quelque part pour se vider la tête et se reposer avant de faire un burn-out. Elle décide d'aller voir sur un site de voyage si elle trouve une destination pas trop chère aux dates qu'elle veut, et au bout de quelques recherches, elle tombe sur une pépite. Un hôtel vraiment bien placé en bord de mer, la chambre super belle et surtout pas trop cher. C'est une destination qu'elle rêvait de faire depuis extrêmement longtemps, alors autant vous dire qu'elle est refaite. Notre amie Maeva ne réfléchit pas, elle clique sur le bouton réservé et c'est parti pour l'aventure. Étant donné qu'elle est très proche de ses parents et qu'ils en font beaucoup pour elle et sa fille, elle décide de leur proposer de venir avec eux. Et évidemment, les grands-parents disent oui avec grand plaisir. Maeva, elle a qu'une seule hâte, c'est de partir tous ensemble en famille en vacances, parce que ça fait super longtemps qu'elle rêve de ça. Elle nous dit qu'elle se renseigne un petit peu sur les activités qu'elle voudrait faire sur place. Elle sait déjà que comme ils seront près du désert, ils vont probablement faire du quad. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle aimerait énormément faire. Et il y a aussi une seconde chose qu'elle aimerait faire, c'est une balade en chameau. Elle garde son idée bien au chaud dans sa tête et elle verra bien ce que l'hôtel leur proposera à ce moment-là. À partir de là, on n'a plus vraiment de nouvelles de Maeva, sa fille et ses parents, mais l'histoire commence le jour J. C'est enfin le moment pour la famille de partir en vacances. Tous les 4 sont super excités, ils ont trop hâte de passer un moment tous ensemble en vacances loin de leur quotidien, parce que dans le travail, dans la routine ou même dans notre vie quotidienne, tout va à 1000 à l'heure. Donc là, ça va faire du bien à absolument tout le monde. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont émerveillés. Il fait super chaud, la piscine de l'hôtel est gigantesque, et la chambre que Maeva partage avec sa fille, elle est incroyable. Franchement, ça s'annonce être des vacances de rêve. Durant les 3 premiers jours, la famille profite de l'hôtel et ils visitent un petit peu les alentours. Mais pour être honnête, Maeva, elle a pas du tout envie de rester à l'hôtel pendant une semaine, elle aimerait bien faire des activités, découvrir les environs et découvrir vraiment la culture du pays. Du coup, un jour, elle se rend à l'accueil pour leur demander ce qu'ils proposent, parce que souvent, les hôtels, ils ont un catalogue d'activités et parfois même, ils ont des partenaires avec qui ils peuvent avoir des réductions, donc ça peut être intéressant. Le monsieur de l'accueil montre à Maeva un cahier avec des dizaines de sortes d'excursions différentes. Notre amie, elle tourne les pages une par une et elle trouve enfin ce qu'elle voulait faire depuis très longtemps. Cette fameuse excursion en quad. En fait, c'est un truc super fun qu'elle a jamais eu l'occasion de faire, donc elle en parle à ses parents et à sa fille, et autant vous dire que personne ne s'y oppose, et au contraire, tout le monde se réjouit trop. Le mec de la réception leur donne toutes les informations, le lieu, l'heure à laquelle il faut arriver, combien de temps ça va durer, et enfin, le prix. Il leur précise bien, n'arrivez pas en retard, parce que c'est le week-end, et il risque d'y avoir beaucoup de monde, alors il faudrait tout simplement pas que l'activité leur passe sous le nez. Le lendemain, ils passent leur matinée tranquillement, et c'est enfin l'heure d'aller faire l'activité que tout le monde attend.
temps. La petite famille monte dans un taxi, direction le club de quad. Le rendez-vous est fixé à 14 h, mais ils ont prévu d'arriver en avance. Maeva, sa fille et ses parents s'avancent pour entrer à l'endroit du rendez-vous. Ils se disent, bon, on va attendre un petit peu avant de venir nous chercher parce qu'on est en avance. Mais non, il y a déjà un homme. À ce moment-là, il est assez loin d'eux, devant une petite cabane en bois, et il leur fait signe de s'avancer vers lui. La famille obéit, elle s'avance, elle se dit que c'est trop cool de pas attendre et de commencer tout de suite. L'homme se présente à eux, il leur dit voilà, je serai votre guide pour la journée, et surtout, je vais vous faire passer la meilleure balade en quad que vous aurez de toute votre vie. Dans un premier temps, il leur propose de les équiper, et ensuite de leur montrer les quads qu'ils vont conduire. Mais là, Maeva nous raconte qu'il a cassé un petit peu son rêve, qui était en fait de vivre ça avec sa fille, d'être à deux sur le quad, mais le mec en fait lui dit écoutez, vu que c'est une enfant en bas âge, il faut qu'il y ait un adulte devant et un adulte derrière, comme ça elle ne peut pas tomber soit à l'avant soit à l'arrière du quad, c'est pour votre propre sécurité, et là Maeva elle comprend que sa fille en fait elle ne va pas monter avec elle sur le quad, mais avec ses grands-parents, et ça malheureusement c'est non négociable. Le mec précise aussi que certains quads, ils sont un petit peu défaillants, donc pour la journée, ils n'en auront que 2. Et cerise sur le gâteau, les grands-parents vont avec la petite fille, mais Maeva, elle doit monter sur le quad avec ce gars. Et c'est pas elle qui va conduire, elle va derrière. Autant vous dire qu'elle est anéantie, elle est extrêmement dégoûtée parce qu'elle voulait conduire. Mais le mec, il est gentil, il lui dit que dès qu'ils seront sur une route un petit peu plus plate, elle pourra prendre les commandes et conduire sans problème pendant quelques minutes. Elle nous donne un détail, c'est que le guide, il est très à cheval sur les règles de sécurité. Maeva, vu qu'elle pense d'abord à la sécurité de sa fille, elle dit ok à peu près tout et elle accepte de monter derrière le guide. À ce moment-là, elle n'a qu'une hâte, c'est de conduire elle-même le quad. Mais malheureusement, elle ne le sait pas encore, mais tous ces petits détails, ça va transformer un rêve en véritable cauchemar. À ce moment-là, le guide les équipe avec des casques, il les ajuste, il leur montre comment fonctionnent les quads, et franchement, Maeva nous dit qu'il a l'air de plutôt bien s'y connaître, et c'est plutôt rassurant. Après des minutes interminables à expliquer toutes les consignes de sécurité, la famille peut enfin partir en excursion. Comme prévu, notre amie Maeva s'installe derrière l'homme, elle s'accroche à lui. Ses parents et sa fille sont juste derrière eux, comme ça ils peuvent les suivre. Après tout, il n'y a que le guide qui sait où aller parce que dans le désert, on a un petit peu de mal à se repérer. La famille se met gentiment en route et l'excursion peut enfin commencer. Là, tout le monde est super excité parce que le cadre est merveilleux. À ce moment-là, Maeva entend les rires de sa fille et de ses parents derrière, et franchement, elle nous explique que ça la rend beaucoup trop heureuse. En fait, elle travaille tellement au quotidien, elle a tellement peu de temps pour sa fille que de l'entendre rire avec ses grands-parents derrière elle en vacances, c'est l'une des meilleures sensations qui existent. Au bout d'une petite quinzaine de minutes, le guide fait signe aux grands-parents de s'arrêter au sommet d'une petite colline pour prendre quelques photos. C'est trop bien, ça va faire des souvenirs. Maeva enlève son casque et le pose par terre pour admirer la vue, tout en restant assise sur le quad, parce que malheureusement, elle n'a pas pris son téléphone, donc elle compte sur sa mère pour prendre de jolies photos du paysage. Dites-vous que là, à ce moment précis, toute la petite famille et le guide sont sur une dune, et que les deux quads sont à quelques mètres l'un de l'autre. Les grands-parents et la fille de Maeva sont dos à elle pour prendre des photos du paysage, et sans même qu'elle puisse comprendre ce qu'il se passe, le guide redémarre le quad et fonce à toute vitesse. Maeva, à ce moment-là, elle est prise de panique parce qu'elle ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Elle demande gentiment au guide de les attendre, mais elle va vite se rendre compte que tout ce qu'elle va dire, ça va être dans le vent. En voyant que l'homme ne lui répond pas, Maeva se met à vraiment paniquer et à lui crier dessus de s'arrêter. Mais rien n'y fait. Au même moment, les parents de Maeva se retournent car ils entendent un bruit au loin et ils se rendent compte que leur fille, donc Maeva, est sur ce quad avec cet homme et qu'ils sont déjà bien plus loin. Ils regardent en fronçant les sourcils et voient leur fille faire des grands gestes, et là, ils comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas, parce que cet homme est parti avec leur propre fille. Le grand-père démarre son quad à toute vitesse et ils partent tous les trois dans l'espoir de pouvoir récupérer Maeva. Mais vu qu'ils sont trois, le poids est un petit peu plus lourd que s'il n'y avait que 2 personnes. Même s'il y a un enfant, ça rajoute un peu de poids. Donc, ça fait que le quad, il avance pas si vite que ça. Une très grande distance s'est créée entre leur quad et celui de Maeva. Donc, le grand-père comprend très vite qu'ils ne pourront jamais les rattraper à cette vitesse. Mais le grand-papa, c'est un génie. Il va faire un move vraiment intelligent qui peut paraître un petit peu bête sur le moment, parce que de base, on n'a pas vraiment envie de laisser sa fille seule dans le désert, encore moins avec un parfait inconnu, mais il fait demi-tour pour retourner au club. À ce moment-là, il ne sait pas trop pourquoi il fait ça, soit pour piquer un quad plus puissant et partir à la recherche de sa fille, soit pour appeler à l'aide. Dans sa tête, c'est pas vraiment très clair, mais il se dit qu'il prendra la décision quand ils arriveront au club. Pendant ce temps, sur l'autre quad, Maeva, elle s'accroche de toutes les forces à l'homme, car il va de plus en plus vite. Sa conduite, elle est vraiment dangereuse, il fait des dérapages, il prend des routes hyper en mauvais état, avec plein de cailloux, des trous partout, enfin, il suffit d'une fausse manipulation et c'est un ping-pong avec Tupac pour Maeva. Et à ce moment-là précis, elle nous raconte que dans sa tête, c'est le chaos total. Elle ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer, elle a plein de pensées qui lui traversent l'esprit, elle se demande si sa fille et ses parents l'ont vu partir, s'ils sont à sa recherche, s'ils sont en bonne santé, et surtout, ce qu'elle se demande, c'est qu'est-ce que lui veut cet homme. Il y a une idée qui lui traverse l'esprit, mais finalement elle va se dire c'est peut-être pas une bonne idée. Elle pense à sauter du quad, mais vous l'aurez compris,
c'est un petit peu dangereux. En plus de ça, elle a pas de casse, donc il suffit qu'elle fasse une mauvaise chute et c'est terminé, c'est un ping-pong cette fois-ci avec Johnny. Mais là, elle va se souvenir d'un détail extrêmement important. En fait, elle se souvient que le quad qu'ils ont pris, donc l'homme et elle, était beaucoup plus puissant et avait l'air beaucoup plus récent que celui qu'ont pris ses grands-parents. Dans sa tête, tout se met en place, elle comprend très vite que ce n'est pas une coïncidence et que le choix n'a pas été fait au hasard. Le guide a pris le quad le plus rapide dans le seul but de partir le plus vite possible. Mais la question, c'est où et surtout, pourquoi? Le sable, la poussière, etc. lui brûlent les yeux, Maeva ne voit plus rien, mais l'homme ne ralentit pas du tout et il continue de conduire sans même dire un mot. Là, elle a qu'un seul espoir, c'est de croiser un autre groupe en quad qui pourrait potentiellement la voir, mais vous vous doutez bien que la chance ne lui sourit pas à ce moment-là parce qu'ils sont tout simplement seuls à cet endroit. En parallèle, ses parents et sa fille, eux, arrivent au club de quad. Ils voient tout un staff habillé en bleu avec le nom du club brodé sur le t-shirt et là, un détail leur fait tilt. L'homme qui les a amenés dans ce désert ne portait pas du tout les mêmes vêtements qu'eux. Les parents de Maeva s'empressent de raconter aux personnes du club que sa fille a été emmenée sur un quad avec un guide, ou plutôt un inconnu, et c'est là qu'un membre du staff leur dit « Mais de quel guide vous parlez? On est tous là ». À l'issue de cette phrase, les parents sont terrorisés, ils sont carrément pétrifiés, et pendant ce temps, la petite fille, donc la fille de Maeva, elle n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. Si c'est pas un homme du club, qui est ce mec? La panique envahit absolument tout le monde dans le club. 4 membres du staff prennent les quads les plus puissants qu'ils ont et ils partent dans la direction indiquée par les parents. Ils connaissent le désert comme leur poche et surtout, ils arrivent à remarquer les traces de véhicules dans le sable. Avant de partir, les 4 membres du staff font une promesse aux grands-parents. Ils leur disent « Ne vous inquiétez pas, on vous promet, on va ramener votre fille ». Mais à un moment, ils arrivent à reprendre leurs esprits, ils prennent le téléphone, ils appellent l'hôtel pour les prévenir de ce qui est en train de se passer. De son côté, Maeva, elle commence à remarquer un détail. Le quad, en fait, il n'avance plus aussi vite qu'au début. Et surtout, elle sent des vibrations et des secousses un petit peu bizarres qu'il n'y avait pas au début de l'excursion. Une chose qui l'a fait paniquer à ce moment-là, c'est qu'au loin, elle semble distinguer quelque chose qui s'apparente à une ville. Et dans sa tête, il y a une pensée qui la terrorise, c'est de se dire si j'arrive à destination et que la destination c'est cette ville, il va probablement m'arriver des choses complètement horribles. Ce fameux guide, voyant qu'ils sont bientôt arrivés, continue d'accélérer sans jamais s'arrêter. Mais là, pour Maeva, c'est sûr et certain, le quad il fonctionne plus comme avant, il est en train de gentiment s'arrêter. Au moment où elle remarque ça, elle aperçoit des petits points qui sont loin derrière elle, et elle a qu'un espoir, c'est que ces petits points ce soit pas un mirage ou je ne sais quoi, elle espère du plus profond de son âme que ce soit quelqu'un qui vienne la secourir. Plus les points se rapprochent, plus elle distingue des humains, elle est soulagée mais pas tirée d'affaire pour autant. Des milliers de pensées lui traversent l'esprit, est-ce qu'elle doit sauter? Est-ce qu'elle doit attendre d'être arrivée dans la ville pour partir en courant? Elle n'a même pas encore le temps de se poser cette question que le quad ralentit jusqu'à complètement s'arrêter. Le soi-disant guide fait descendre Maeva du quad, il la prend par le bras et il la fait courir avec lui. À ce moment-là, elle essaye de se débattre mais à cause du sable du désert, ils s'enfoncent tous les deux, donc ils n'arrivent pas à courir très vite. En voyant que les quads s'approchent de plus en plus derrière eux, l'homme décide de lâcher le bras de Maeva et de courir à toute vitesse en direction de cette fameuse ville. À ce moment-là, Maeva est en train de bouffer du sable, elle est couchée, elle est complètement choquée et surtout épuisée. Quelques minutes plus tard, le staff du club arrive vers elle et ils la font monter sur leur quad. Ils lui disent qu'elle est en sécurité désormais parce que voilà, c'est des vrais membres du staff et qu'ils vont la ramener saine et sauve au club, là où ses parents et sa petite fille l'attendent. Sur le chemin du retour, Maeva est en pleurs, elle ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Ce mec a littéralement voulu se barrer avec elle dans un endroit inconnu et au bout de quelques minutes de trajet, mais pour Maeva c'était des semaines et des semaines, elle retrouve enfin sa fille et ses parents, elle prend tout le monde dans ses bras, elle est encore toute tremblante à ce moment-là, donc imaginez le choc que ça a été pour elle. Et il n'y a pas qu'elle qui est sous le choc, il y a tous les membres du staff. En fait, ils ne savent pas non plus ce qui vient de se passer et Maeva et ses parents décident de leur raconter un petit peu le déroulement des événements. Ils disent voilà, on est arrivé en avance et il y avait cet homme qui était déjà présent, mais les membres du staff à ce moment-là, ils sont formels. Cet homme ne travaille pas ici. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est qui et surtout, comment il savait que cette famille allait arriver à ce moment précis? Comment est-ce qu'il a réussi à voler 2 quads? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et en fait, d'après ce que le staff leur dit, c'est que c'était 2 quads qui étaient à l'arrière d'une cabane parce qu'ils devaient être réparés prochainement et quelqu'un avait laissé les clés dessus. Les quads qui sont en maintenance, généralement, ils n'ont pas beaucoup d'essence à l'intérieur. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour notre amie Maeva. Parce que sinon, elle aurait fini à l'autre bout de la planète et on ne l'aurait jamais retrouvée. Donc, tant mieux. Là, les employés du club, ils font quelque chose de bien, c'est qu'ils préviennent la police locale pour leur dire il y a un mec qui s'amuse à kidnapper des gens dans le désert. La police envoie des patrouilles pour fouiller la ville qu'elle a vue au loin, ainsi qu'une petite partie du désert où elle se trouvait, mais malheureusement,
ils ne trouveront rien. Il n'y a pas une seule trace de ce mec. Logiquement, ils décident alors de regarder les caméras de surveillance, et là, ce que la famille va apprendre de la part des policiers va les effrayer au plus haut point. Cet homme, qui s'est fait passer pour un guide, n'est autre qu'un employé de l'hôtel dans lequel il séjourne. Cet employé a probablement dû savoir par on ne sait quel moyen que cette famille avait réservé cette excursion et qu'ils allaient sûrement arriver en avance comme l'avait conseillé le réceptionniste. Alors, il a décidé de les attendre sur place avant que le club n'ouvre ses portes, donc tout était prémédité. Le fait de l'isoler avec lui sur un quad, le fait de les recevoir avant que le staff n'arrive, mais ce con, la chose qu'il n'avait pas anticipée, c'est qu'il n'y aurait probablement pas assez de carburant dans le quad pour traverser tout le désert. Cet homme n'a jamais été retrouvé et il ne s'est jamais représenté au travail à l'hôtel, sûrement parce qu'il savait qu'il était recherché après cette tentative d'enlèvement. Et en plus d'une cliente, donc ça arrange pas vraiment les choses. Après ces événements, autant vous dire que les vacances s'arrêtent net pour Maeva et toute sa famille. Ils ne sont plus du tout tranquilles et psychologiquement, ils savent qu'ils ne pourront jamais profiter comme ils le voulaient. Heureusement, il ne leur reste que 2 jours avant de rentrer, donc on peut espérer que ça passe un petit peu vite. Vous vous en doutez bien, inutile de vous le préciser, mais ils ne sortent plus du tout de l'hôtel, ils profitent de la piscine et de leur chambre. Maeva, elle de son côté, elle nous explique que cette expérience l'a complètement traumatisée et que maintenant, lorsqu'elle fait quelque chose, une activité ou même qu'elle parle à quelqu'un, elle vérifie à 2 fois à qui elle a affaire avant de donner sa confiance. Elle sait que ce jour-là, elle a eu une chance gigantesque et il ne se passe pas un seul jour sans qu'elle se demande mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais resté sur le quad, si le quad était plein d'essence? Et franchement, elle nous avoue, il y a un côté de son cerveau qui lui dit j'ai envie de savoir, mais l'autre, il lui dit je préfère ne pas avoir la réponse. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter. La première également, c'était 2 mécaniques très différentes l'une de l'autre, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, venez m'écrire sur Instagram et me suivre, comme ça vous verrez tout mon quotidien. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fait grossir la communauté. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.